Bienvenue Olivier au Data Driven Supply Chain Podcast. Je suis super content de t'avoir, avoir quelqu'un avec ton background technique. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais? C'est sûr, c'est sûr. Plaisir partagé. Ben là, oui, je suis vraiment content d'être ici. Euh, Mon background, qui je suis, Olivier Les Caron questions Guérin. difficiles, là. Ouais. J'aime bien procéder de façon historique. Fait que, tu sais, je suis un petit gars du bas du fleuve, l'Îlet-sur-Mer pour être précis. J'ai passé bien des années là-bas. Ensuite, je me suis expatrié à Sherbrooke pour des études universitaires. Euh, puis au niveau de mon background, tu sais, j'ai travaillé dans des centres de recherche beaucoup, Novica, le CRIM, l'IRIC. Je travaillais à l'époque à développer des produits, des futurs produits que d'autres personnes allaient commercialiser. Puis là, j'ai eu l'occasion à quelques reprises d'embarquer dans des startups ou dans des compagnies qui commercialisaient des produits. Une des plus grosses histoires que j'ai eues intéressantes, c'est avec Biogenic, où j'étais cofondateur technique, société qui faisait des tests pharmacogénétiques. Puis on était acquis par Biron. Et wow, c'est quand même une pas pire exit, ça. Ouais, quand même bien. Puis, dans le fond, j'ai passé quelques années chez Biron à titre de directeur des données, essayer de valoriser les données, à marcher sur la mince ligne entre la sécurité des données, l'accessibilité pour pouvoir développer des nouveaux produits, l'éthique. Puis là, je naviguais dans ces eaux-là pendant quelques années. Puis, entre autres, c'est là que j'ai eu l'idée du business model d'Explorer. En, en réalisant au fil de partenariats, en développant des partenariats avec des startups, avec des compagnies de services, en voyant l'écosystème en intelligence artificielle, je voyais un peu qu'est-ce qui manquait. Puis je faisais le parallèle avec la tech bubble des années 2000 où on avait, par exemple, des sites web qui étaient au début pour les compagnies fortunées. Puis là, après ça, tout le monde avait son site web. L'explosion des outils, puis du sur-mesure versus après ça, d'utiliser les outils existants pour faire un peu les mêmes tâches à moindre coût. Je voyais tout ça se répliquer dans l'environnement de Ouais. l'intelligence artificielle. Fait que je voyais un besoin d'accompagner les PME au niveau de ce qui est applicable en intelligence artificielle. C'est ce qui m'a fait lancer Explorer en 2019. En fait, je l'ai incorporé en 2019. Le business plan était pas mal prêt, mais on a officiellement commencé les activités en mars 2020. Pour être précis, le 13 mars 2020 ou 16, en tout cas, la journée où les écoles ont fermé avec le COVID. C'était la journée où je quittais Biron pour démarrer la société. Wow. Ça, je vais m'en rappeler longtemps. J'avais des visites de cédulés pour la semaine suivante dans des locaux que je n'ai jamais pu Fasciné. visiter. J'avais jeté ma chaise de bureau parce que je voulais m'en acheter une nouvelle que je n'ai pas pu acheter. J'ai travaillé quelques mois avec une chaise berçante. En tout cas, tout plein de. Si vous voulez des anecdotes, j'en ai plein dans ces eaux-là. Les startups qui sont buildées dans le temps du COVID, là, ça c'était quelque chose. Là. Ça c'était, tu sais, d'habitude une startup, t'es tout ensemble dans un même pièce puis tu fais. Mais le genre de compagnie qui ont grandi dans ces eaux-là, c'est une autre bread, je te dirais, de compagnie. Toi, tu as vécu plusieurs changements technologiques là, dans tes 20 ans Pas si et vieux que ça, plus. là, mais. Ouais, mais Mais tu peux ouais, poursuivre. mais quand on parle de changements technologiques, tu sais, on parle dot-com bubble, puis après ça, le rise du AI en 2015 qui a commencé, puis toi, tu étais littéralement en train de builder des produits avec ça. Euh, Tu peux-tu nous parler un petit peu plus des similarités que tu as vues dans le passé, mettons, et dans le temps où est-ce que l'Internet était plus en train de get up to speed. Puis maintenant, avec le AI, le gros boom qu'on a eu récemment. Ouais, je pense que la plus grande comparative que je peux faire, c'est avec la disponibilité des outils, que ce soit pour comparer avec les sites web que je mentionnais tantôt, là, dans les années 2000, ou juste la technologie en général. Souvent, tu vois qu'une certaine technologie ou un certain outil que tu veux construire est possible.
puis tu es dans les premiers à le vouloir. Fait que le first to market, la marche est haute. C'est souvent les grosses sociétés qui vont vouloir prendre le pas puis investir à fond sur des grands projets porteurs. Ce qui fait dire, après pour les gens qui regardent ça, il y a du journalisme, là, on regarde ça et on dit « Wow, ça coûte 1 million de développer telle chose. » Bien, la première fois, oui, ça coûte plus cher. Puis les outils évoluent. Ensuite, les problèmes qui sont communs entre les industries, entre les entreprises, c'est les premiers où là, il y a des startups qui explosent, qui font des SaaS, où il y a plein de projets, de produits qui deviennent commerciaux sur le marché. Et là, au lieu d'être tout le temps en train de faire du sur-mesure, quand tu vas accompagner tes compagnies, tu dois être capable de connaître sur le bout des doigts ces outils-là pour être capable de leur proposer le bon outil quand ils viennent te voir et non dire genre ça va te coûter 15 000 puis le client te dit attends, mais je peux payer 100 $ par mois puis l'avoir ici. Tu n'as pas l'air compétent. Tu n'étais pas au courant de ce service-là. Fait que c'est de surfer toujours sur la vague de ce qui est nouveau. Puis nous, en tant qu'entreprise, on se positionne comme on l'aurait fait dans ces années-là, à être au courant des outils, développer des outils quand c'est pertinent pour une compagnie qui a vraiment un problème qui est game changer dans son industrie, qui est vraiment juste elle, finalement, qui a recommandé des outils existants dans les autres cas, faire des intégrations de ces outils-là. C'est là-dedans que je voyais l'intérêt de se positionner parce que c'est un besoin qui se transforme, mais qui reste toujours présent au fil et à mesure que les technologies deviennent matures. Okay, ça fait totalement son sens aussi sur le AI, tu sais, avec j'en parle souvent avec le monde que je connais qui travaille là-dedans, là, tu sais. Puis le nombre d'outils, il y a décuplé, là, tu sais, à chaque semaine, il y a des nouvelles choses qui sortent qui permettent de composer des solutions ensemble. Parlant de solutions, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des projets, des types de projets que ton équipe a fait pour des compagnies, des PME? Là? Ça ressemble à quoi là, concrètement? Oui. Si je ramène ça sur certains sujets, on voit beaucoup d'automatisation de processus. Nous, chez Explorer, on prône jamais l'automatisation complète. C'est une recette de désastre quand tu veux automatiser à 100% de tâches. C'est ça, tu connais là-dedans. Tu sais ce que tu dis. Quand je vois une compagnie qui dit qu'on va tout automatiser un flow critique, je sais qu'ils n'ont jamais fait de data science ou de AI. Oui, exact. Puis même si ce n'est pas un flow critique, tu forces quelque chose de pas intéressant à des employés qui vont pas aimer, ils vont finir par pas utiliser l'outil. Fait que non, l'important, c'est j'appelle plus ça des processus semi-automatisés. Ce qui marche vraiment bien pour nous, c'est des projets où on fait OK, je vais donner des exemples concrets, puis tu vas voir pourquoi je le positionne comme un assistant. On va arriver avec un système d'aide pour des estimations. Un client qui va recevoir une quarantaine de courriels par jour, qui se demander des estimés. C'est un processus exigeant. Il n'est pas payé pour faire ça. Il faut qu'il le fasse bien parce que s'il ne le fait pas bien, soit il n'y aura pas l'offre, soit il va l'avoir, puis ça va coûter plus cher le faire parce qu'il aura mal estimé. C'est un processus super névralgique. Mais c'est super exigeant, c'est dur d'avoir des estimateurs. Fait que pour plein de raisons, les entreprises ont un intérêt à mettre un peu d'amour sur ce processus-là, à l'améliorer. Fait qu'on augmente les gens par des outils qui viennent semi-automatiser certaines portions de tâches, extraire des éléments, des éléments faciles. Ça, je parlais des estimés, des demandes d'estimés qui rentrent. C'est des courriels. Est-ce que tu veux quelqu'un qui passe sa journée à regarder les boîtes de courriels puis qui inscrit l'information dans un outil, le ERP, qui permet de distribuer les tâches? Ou est-ce que tu veux avoir un outil qui va simplifier ça, en prendre une partie, faire automatiquement ceux qui sont faciles, laisser aux gens s'occuper de ce qui est plus difficile, là où il y a une valeur ajoutée? C'est ça qu'on fait. Un exemple de projet hyper concret, on embarque, on fait un filtre qui lit les courriels, on va extraire l'information, on va la structurer, on peut la pousser dans des systèmes, on peut pré-remplir des champs, on peut réécrire un autre courriel à quelqu'un pour dire voici une tâche qui rentre. Fait qu'on peut mettre en place des processus qui sont basés sur l'interprétation du texte puis de le structurer. Beaucoup de generative AI, en quelque sorte. Ou de la classification avec des documents qui rentrent, où l'on est capable de dire de quel type de document il s'agit, qui est plus
du Intelligent Document Processing, toutes des bulles différentes en AI. Puis, tu sais, bon, ça, c'est un exemple au niveau de l'automatisation de l'estimation. On a aussi d'autres problèmes qui sont un peu similaires au niveau des cédules de production, cédules de main-d'œuvre. Dans plusieurs entreprises, c'est un art d'être capable de faire les meilleures cédules. C'est quelque chose que quelqu'un a appris à faire souvent dans Excel, des fois avec deux personnes qui luttent, une pour remplir les commandes clients, l'autre pour respecter les contrats d'emploi et les conventions collectives. Fait que c'est une solution, c'est une situation un peu difficile. Fait que là aussi, on essaie d'augmenter ce processus-là. Pourquoi on le fait? Ben, dans certaines entreprises, il va y avoir des gens qui sont sur le bord de la retraite, qui sont super bons pour le faire, ces cédules de production-là, mais la personne qui va les remplacer va être un peu plus junior, un peu moins d'expérience. Comment on peut l'aider? Ben, on regarde les années d'informations qui ont été enregistrées, l'historique des décisions que la personne qui était là avant a pris. Ça laisse une trace, puis c'est des décisions qu'on peut utiliser pour venir augmenter le processus de décision de la personne plus junior qui vient la remplacer. Ouais. Il y avait une compagnie avec qui on jasait pour digitaliser un peu, aider à digitaliser leur supply chain, tout le kit. Puis ils nous ont donné un stat, là, l'âge moyen dans leur compagnie de 55 ans. C'est fou, là. Ça veut dire que dans quelques années, il y a une grosse chunk du knowledge qui va être complètement retiré de leurs opérations. Tu sais, en manufacturier, il y a comme une espèce de perfect storm qui commence à brûler avec tous ces points-là, la difficulté d'embaucher, la difficulté à digitaliser les informations, une nouvelle génération qui rentre, qui a littéralement pas de data pour apprendre, qui est dans la tête des gens qui vont bientôt partir ou qui sont déjà partis. Toi, l'opportunité dans le AI, dans cette industrie-là, l'industrie manufacturière en général, avec tous ces points-là, ça ressemble à quoi là, de ton point de vue? C'est un outil, l'intelligence artificielle. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas juste un endroit où on peut l'utiliser. On a des données qui sont dans les historiques des bases de connaissances de l'entreprise. Parfois, c'est des fichiers. Des fois, si on veut faire un projet de juste gestion optimale des min-max, il faut aller chercher de l'information un peu partout. Le processus de sortir l'information puis la structurer, on utilise l'IA pour réussir à le faire mieux, plus rapidement. Ensuite, pour réussir, par exemple, je parlais des min-max, si on veut faire une bonne gestion des min-max, idéalement, il faut avoir une bonne prédiction des commandes, peut-être par SKU. Fait que là, on utilise l'IA pour venir faire une prédiction des commandes par item, atomisé. Puis là, on utilise, il y a du big data, fait que c'est pas nécessairement l'IA, mais le big data, c'est beaucoup les mêmes le même type d'experts d'expertise qui vont travailler dedans. Fait que, par exemple, pour essayer de brasser l'information entre les SKU de ce qui est commandé, puis les différents matériaux qui sont nécessaires pour la production et les liens entre ces éléments-là. Fait que tout ça, c'est des banques d'informations qui doivent être connectées ensemble pour réussir à maintenir un inventaire qui fait du sens. Puis dans un exemple, justement, tantôt on parlait d'exemple, un exemple plus précis de ce qu'on a fait, mais on a fait cette pile-là, extraire l'information, structurer l'information, aller prédire les commandes. Puis le but, dans le fond, c'est d'être capable de dire à quel moment il faut faire des commandes chez nos fournisseurs dans l'année, en fonction de l'espace qu'on a, en fonction des demandes qui s'en viennent, mais aussi en fonction d'un apprentissage qui est fait par fournisseur, qu'on finit par apprendre que l'été, ce fournisseur-là, si tu fais une commande, ça prend plus de temps que le reste de l'année. On tient compte de tous ces éléments-là. Il y a un surplus d'informations. Personne ne peut gérer toute cette information-là dans une décision de maintenir les min-max. L'IA a une valeur ajoutée de plus à cette étape-là. Puis bon, mettons dans le même exemple, c'est tout ce que je parle depuis tantôt, c'est le même projet. Je vais aller une coche plus loin. On travaille avec des manufacturiers qui parfois
sont un peu endettés en termes de technologie ou de stack technologique. Ils ont un AS400 ou sont encore en COBOL ou Fox. Ben, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour venir faire l'intégration. Des fois, on migre une partie de ce qu'ils ont en utilisant l'IA. L'intelligence artificielle, ça a été l'IA générative a été entraînée sur des données historiques. Elle est super bonne à travailler en COBOL, mieux que le développeur moyen qui sort de l'université qui n'a jamais entendu parler de ce langage-là. Donc, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire une migration qu'on appelle assistée, qui vient aider à placer le code. Ouais, qui vient aider à placer le code. Puis là, mettons, on parlait de COBOL. Ça a l'air d'être un vieux langage, tout ça, mais c'est quand même assez performant. Une ligne de COBOL, il y a dans la même ligne, ça parle de ton front-end, ton back-end, puis ça parle de ta base de données. Fait que quand tu migres, ça fait beaucoup de code. Il faut que tu aies 3 fois le code de ce que tu avais comme source. Et tout ce code-là, il faut qu'il soit testé. Fait que l'IA peut encore là venir augmenter le code qui est généré. On l'utilise pour commenter automatiquement, faire des tests unitaires. Fait, je pourrais continuer longtemps, mais tu vois que dans un seul projet, il y a tellement d'endroits où on peut utiliser l'IA. Ouais. Puis il y a plusieurs endroits, tu sais, ponctuels, mais il y a toute l'infrastructure aussi derrière de juste manager cette donnée-là, manager le projet aussi en tant que tel, bien scopé. Toi, quand tu rentres avec ton équipe dans un projet comme ça, on te dit, hey, moi, je veux coter toutes mes parts que je reçois avec du AI. C'est quoi ton thought process? Ça ressemble à quoi ton flow pour arriver à une solution? Ou est-ce que, ben non, on va pas tout automatiser, mais on va t'aider à un point précis. Ça ressemble à quoi, là? Déjà, ce qui m'aide énormément, c'est la quantité de projets qu'on a fait. On a fait 65 projets jusqu'ici. Pour vrai, on a dû en scoper, je n'ai pas le chiffre, mais on a dû en scoper 300. Fait que ça nous a donné vraiment beaucoup d'expérience. L'expérience, c'est clé là-dedans. Pour faire une bonne estimée, il faut savoir c'est quoi les technologies dans quoi on s'embarque. 50% des coûts, au moins, ça va être du développement logiciel, des coûts d'intégration. Prendre l'intelligence artificielle qu'on a pensé développer ou qu'on veut utiliser, puis le brancher dans un processus, dans des outils qui vont être utilisés. Fait que déjà, ça, c'est une partie des coûts. Fait que, étant donné qu'il y a tous ces coûts-là à penser, ben, il faut essayer de le découper, puis comme tu l'as dit, essayer de trouver quelque chose qu'on peut apporter au client rapidement. C'est pas l'approche de tout le monde. Si je fais le parallèle avec, par exemple, le système de paye Phoenix, c'est comme, on fait tout, puis on déploie, puis on fixe pas ce qui marche pas, ce qu'ils sont encore en train de fixer. Nous, on aime mieux faire des petits morceaux, des petits pas, des quick wins. Je vais donner un exemple concret pour faire l'exemple. On embarque chez un client, on a l'idée de faire une prédiction des ventes justement pour aider les min-max. On vient regarder leur environnement technologique, comment on va brancher les choses. On vient regarder aussi les données qu'ils ont, à quel point on peut faire des modèles sur mesure ou on va utiliser des solutions un peu plus communes, des modèles communs ou pré-entraînés selon l'historique de données qu'ils ont. Ça change les stratégies, ça change donc les coûts. Puis, si on a un vieux système, que c'est difficile d'embarquer, puis qu'il y a une nouvelle interface à faire, la première marche est un petit peu plus haute. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ça? C'est pratiquement toujours ce que le client souhaite, c'est qu'on trouve une façon de limiter l'investissement initial pour voir un premier retour sur investissement. Ouais. Dans le cas le plus proche que j'ai, là, on a regardé son environnement, il était dans AS400, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec eux, on regarde ce qui existe sur le marché. Puis là, ce qu'ils voulaient, c'était une prédiction de vente comme première petite marche. Puis c'était vraiment intéressant pour eux parce que ça leur augmentait la visibilité partout dans le reste de leur processus, incluant les cycles de production. Tout est impacté par des bonnes prédictions de vente. Comment qu'on l'opérationnalise? Ben, on a utilisé nos connaissances de migration de code assistée par l'IA pour venir prendre une interface qui existait dans leur AS400, faire la migration, ce qui nous permettait d'avoir déjà accès à la structure des données qu'ils ont, de créer un nouveau logiciel assez rapidement qui avait accès aux structures de données qui étaient déjà en place, qui pouvaient synchroniser, sortir l'information, l'afficher et l'augmenter du modèle d'apprentissage machine qui a été fait.
Ça n'a pas été la plus petite marche qu'on a eu à faire, mais c'est quand même un win qui est assez intéressant. Ça prouve aux clients qu'il est capable d'avoir une prédiction de vente. Il y a un outil qui est fonctionnel. Puis, il y a une méthode de migrer certaines portions de son parc informatique s'il veut. Ça, c'est génial. Puis, tu sais, dans ce que j'entends aussi, c'est que, comment dire, en tant qu'expert, des fois, c'est un peu difficile dans cette intersection-là entre plusieurs domaines parce que en tant qu'expert dans un domaine, tu te fais appeler par un client qui a cette idée de besoin. Tu pourrais deliver ça, mais il y a tout le reste que tu pourrais deliver avant qui, en fait, a beaucoup plus de valeur que la finalité. Puis ça passe un peu par, comment dire, de l'éducation avec ton client pendant que le projet est en cours. Fait que comment tu vous arrangez ici pour éduquer le client sur quelque chose d'aussi complexe que le AI, puis de lui faire comprendre que, OK, je sais que c'est ça que tu veux, là, mais on va faire ça en premier, puis tu vas voir, ça va être le fun. Ça ressemble à quoi Ouais, je le comprends. processus? Je comprends ce que tu me demandes. Ben, tu sais, déjà, on est un petit peu chanceux parce que j'arrive dans la vague d'intelligence artificielle. Tu parlais de 2015. Nous, on est en affaires depuis 2020. Il y a beaucoup d'éducation qui a déjà été faite sur ce qui existe, ce que l'IA peut faire. Fait que, tu sais, je ne pars pas de rien. Là. Je fais le parallèle avec Biogénique. On faisait un test pharmacogénétique. Il fallait expliquer aux gens c'était quoi la pharmacogénétique, comment ça pouvait les aider. Puis après, il fallait commencer à vendre le produit. Je ne voulais pas vivre ça avec l'intelligence artificielle. Ceci étant dit, ça arrive quand même assez fréquemment que, comme tu dis, on arrive dans une compagnie, ils ont un use case, puis on fait juste mettre les pieds dans la compagnie, puis on dit ah, mais il y a des choses plus faciles qu'on peut mettre en place pour eux, c'est sûr. Dans des cas comme ça, on suggère ce que nous, ce que moi j'appelle une cartographie d'opportunité. Je pense que mon équipe est en train de changer le nom de ça. Là. Mais bref, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les systèmes, on regarde les données, on regarde les pain points des employés, les pain points des clients de cette entreprise-là, soit une entreprise de service, soit les clients de leurs produits ou de leur SaaS. Mais on regarde tout ce qui peut causer problème ou ce qui peut être amélioré. Puis nous, on sait ce qui est facile au niveau de l'IA à implanter. Fait qu'on les aide à trouver des use cases qui sont pertinents, rapides à mettre en place, puis on les ordonne avec eux. Fait qu'on fait un espèce d'atelier où on va regarder c'est quoi les opportunités de l'IA, c'est quoi le retour sur investissement, c'est quoi le coût de chacune de ces opportunités-là. Puis là, ben, ça rouvre, comme tu disais, là, ça rouvre des use cases qui sont peut-être plus simples à mettre en place versus l'idée initiale qu'ils avaient. Puis ça amène un peu plus d'éducation. Ça ressemble à quoi, vous, pour, mettons, soit la maintenance de ces modèles-là ou l'augmentation par la suite dans un autre projet? Est-ce que vous avez beaucoup de clients qui reviennent pour des round 2, mettons, de projets AI? Oui, exact. Ça fait beaucoup partie de notre stratégie, là, sans vouloir dire qu'on se force à faire un modèle qui n'est pas bon puis qu'on veut que le client revienne. C'est pas du tout ça que j'essaie de dire, mais on veut des quick wins. Puis souvent, ça veut dire qu'un modèle qui a 80% d'accuracy, qui est dans un processus là, qui règle 80% de la solution, souvent, c'est good enough. J'ai eu des cas où un client, on arrivait avec un modèle, on mettait le seuil très haut, là, on voulait absolument qu'il ait raison tout le temps, mais il était utilisé 30% du processus. Puis juste ça, là, il part de zéro parce qu'il fait 100% manuellement à 30%. Même si le scientifique de données, l'expert IA, il dit « Mon modèle, il est pourri. » C'est ça. Il y a beaucoup de valeur. Ça marche. Oui, exact. Ça fonctionne dans le contexte de l'entreprise. Fait que ça fait en sorte que souvent, on arrive avec une première version. On ne prend pas le temps de faire un feedback loop nécessairement, cette complexité-là. On va plutôt mettre des outils de monitoring simples, là, des outils qui vont juste regarder si ils changent la façon dont ils rapportent les résultats. Mais c'est rare que ça a le temps de décroître. Quelques mois plus tard, on embarque, on fait une phase avec les données qu'on a récoltées, d'amener ça un peu plus loin. Puis c'est plus ça qu'on met en place en termes d'évaluation de maintenance des modèles. C'est des phases comme ça. L'IA génératif aussi, dans la dernière année, ça a beaucoup changé notre façon de faire les choses.
l'année dernière, encore quasiment à la même époque, on faisait un projet où il fallait faire un modèle d'apprentissage machine sur mesure, ce qui impliquait de faire une plateforme d'annotation, d'annoter des données, de prendre le temps de monter un modèle sur mesure, de tester différents modèles. C'est quand même long d'entraîner un modèle, puis de le déployer chez le client. Maintenant, avec l'IA génératif, le même projet, on le fait avec 2 ou 3 exemples du prompt engineering qu'on appelle. Puis, il est quasiment aussi bon pour le client à 10% des coûts. Ça, c'est une autre histoire. C'est pas quelque chose qui est facile de mettre un feedback loop puis que ça s'améliore tout seul. Là aussi, c'est une sorte d'accompagnement au fil du temps pour monitorer puis améliorer le système. Ça se rapproche plus d'un outil TI avec des updates à faire une fois de temps en temps en termes de maintenance. Ouais. Mais tu sais, ça ouvre des paradigmes complètement différents. Tu sais, je regardais des articles où est-ce que juste avec quelques exemples, le modèle génératif était capable de générer un dataset, qu'après ça, il se fine-tunait dessus pour être capable après ça de faire la tâche. T'expliques ça à quelqu'un il y a 2 ans, il va dire de quoi tu parles, tu sais. Mais maintenant, c'est ça le setup. Est-ce que tu sais, on est parti sur une tangente, tu sais. As-tu vu vraiment, j'adore cette discussion-là parce que on a un expert avec nous en AI, puis on a les vraies réponses. C'est pas de la bullshit, là, tout le monde, là, c'est les vraies réponses. Toi, est-ce que tu as vu vraiment une différence flagrante dans les discussions que tu as eues post puis près c'est le boom du Generative AI? Est-ce que tu as vu une différence ou c'est à peu près les mêmes genres de discussions que tu as avec les gens? Ça a fait une bonne différence, c'est sûr. ChatGPT est venu changer la donne. Le fait que du jour au lendemain, un gros modèle comme ça se ramasse disponible dans les mains de tout le monde, ça a vraiment ouvert les yeux de bien des gens. Puis j'ai 3 cas qui arrivent avec ça. J'ai encore des gens qui ne le connaissent pas, mais qui se font dire autour d'eux, hey, pour moi, ton projet ou ta solution s'optimise avec ChatGPT. Puis là, ils viennent nous voir, puis on les assiste là-dedans. Ça, c'est bien parce que c'est un client qui n'est pas trop biaisé. Il ne veut pas absolument ChatGPT. Il veut ce qui est le mieux pour son entreprise. Ça, c'est parfait. J'ai d'autres use cases où la personne a essayé de ChatGPT. Puis la première question qu'elle a posée, il y a eu une réponse super bonne, super impressionné. Il ne le relit pas. Tout est beau. C'est incroyable cette affaire-là. Il ne jure que par ChatGPT. Et là vient le biais que je viens de mentionner. C'est ça qu'ils veulent utiliser. Mais c'est peut-être pas nécessairement la meilleure solution. Fait que là, c'est à voir comment on peut les aider. Puis j'ai eu dans cette case-là de bulle où les gens ont essayé puis ont été impressionnés tout de suite au début. J'ai beaucoup de gens qui l'implantent eux-mêmes, qui essaient par eux-mêmes d'optimiser des processus en utilisant ChatGPT. Ils ne sont pas trop au courant des problèmes de privacy puis d'hallucination. Parce que les quelques exemples qu'ils ont fait, ça marchait, fait que ça va marcher tout le temps qu'ils se disent. Fait qu'ils implantent ça par eux-mêmes. Puis là, on arrive, puis on règle des problèmes, on diffuse des situations. Là, ça, on ne faisait pas ça avant. Mais là, maintenant, embarquer dans genre sauver un projet, ça nous arrive. Puis le troisième dernier use case, c'est des clients qui ont essayé ChatGPT. La première question qu'ils ont posée, ils ont reçu de la bullshit, ils ont fermé l'écran, puis ils ont dit « je ne toucherai plus jamais à ça, c'est de la merde ». Fait que là, ils sont littéralement... ils ont l'impression que ça vaut rien, mais quand on l'utilise bien, quand il y a des bons, on a la bonne façon de le questionner, ça marche bien. Mais ces gens-là, ils arrivent avec un biais, c'est comme une porte à l'entrée. Là. Ils veulent plus être convaincus que c'est possible de l'utiliser. Ça a vraiment, ça a vraiment changé le narratif de discussion par rapport à l'implémentation du AI et tout ça. Tu sais, avant, on était comme, ben, as-tu des données? Puis ils disent non, on collecte des données. Puis tu commences, tu sais, toute l'affaire. Mais là, c'est comme, ils ont déjà le stock, tu sais, fait qu'ils sont capables de come up avec quelque chose. Puis des fois, ce que j'ai remarqué, c'est que des fois, le monde sont aussi un peu mélangés entre qu'est-ce qui est de la magie, puis qu'est-ce qui est comme dans le royaume du possible. Justement à cause de ces modèles génératifs-là. Puis comme tu as dit, là, le problème d'hallucination, c'est pas bénin. Là. C'est si tu essaies de régler avec Generative AI
un processus que il n'y a pas de marche de leeway possible. Puis tu shoves un GPT-4 ou GPT-3 là-dedans. Puis ça marche une fois de temps en temps, mais là, t'es comme, OK, c'est bon. Puis là, les autres fois, ton AI commence à insulter des gens dans ton courriel, whatever. Ça, c'est pas ça. T'sais. Si tu as de la marge pour la créativité ou des erreurs, c'est là que ça marche bien. Moi, ce que j'ai remarqué dans la discussion, c'est que ça a un peu mélangé les gens jusqu'à temps qu'ils arrivent à ces use cases-là ou avec ces petits tests qu'ils ont fait eux-mêmes, ils sont comme, OK, mais attends, ça, ce qu'il me dit, là, c'est totalement pas correct, c'est pas ça, tu sais. Ah, OK, des fois, ils se trompent un petit peu. C'est fantastique. Ça nous ramène back on track sur le topic du upskilling ou de la formation interne des teams. Parce que là, on a des gens qui ont maintenant accès à plus d'outils. Il y a des gens qui apprennent par eux-mêmes, sont motivés maintenant parce qu'ils comprennent un peu ce qui se passe. Toi, de ton point de vue, est-ce que tu as vu une amélioration un peu comment dire, du skill set des gens à l'interne, l'équipe TI, l'équipe de data science, ils en ont une, en termes de AI et de compréhension. Ça ressemble à quoi de ce que tu as vu, toi? Oui, il y a constamment une amélioration. Tu regardes juste les cursus de l'université, c'est un bon indice sur qu'est-ce qui se passe et comment les gens sont formés. Je suis plus au courant de l'Université de Sherbrooke puis de certaines universités comme l'Université de Montréal, mais il n'y a pas vraiment de cursus là, où tu peux passer au travers d'un bac en informatique sans avoir eu quelques cours en intelligence artificielle. Et ça te donne un indice sur où s'en va le perfectionnement de ces gens-là. Je pense que c'est totalement correct. C'est normal que ça s'en aille là. Moi, dans mon temps, à l'université, pas à l'université, même au cégep, le web, ça existait plus ou moins. Fait qu'on apprenait Fox, COBOL, C++. Mais je veux dire, j'en ai fait du web parce que c'est devenu populaire puis j'avais pas le choix. Maintenant, ils l'apprennent à l'école. Fait que, je pense que ce upskilling-là va toujours rester. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit enlever pour qu'ils puissent apprendre ces nouveautés-là? Oui, malheureusement. Puis ça fait en sorte aussi qu'il y a toujours de la place à certains experts qui sont niches dans certains morceaux. Fait que c'est ça. Fait que je pense que dans les entreprises, dans tous les domaines, pas juste l'informatique, il va y avoir du upskilling qui va être fait. Les gens vont apprendre à utiliser des outils de plus qu'ils n'utilisaient pas avant. Puis même à l'école, ils vont se mettre à utiliser des outils qui vont émerger là, suite au boom de ChatGPT dans certains contextes de marketing ou autres. Puis ça va faire partie de la façon dont ils utilisent les outils. Donc, ça va faire partie de la formation qu'ils doivent avoir pour faire leurs tâches. Le monde va continuer d'évoluer partout, tout le temps comme ça. Puis, je reviens avec le tech bubble des années 2000. Il y a de la spécialisation. Il va toujours en avoir de plus en plus. Il va y avoir une complexité qui va continuer à grandir dans nos écosystèmes, dans nos entreprises. On continue à diviser le travail. C'est différent. Je pourrais donner tellement d'exemples. Je veux dire, tu travailles à faire une maison, c'est pas la même personne qui va faire le plâtre, la peinture. Ben oui, désolé. Mais dans le temps, quelqu'un qui faisait une maison, il était capable de tout faire là, avant qu'il y ait une spécialisation. Ça va toujours continuer, ça. Oui, c'est ça. C'est juste l'importance du data engineering qui a pop-up. Puis là, tu vois la spécialisation du monde en machine learning, un machine learning engineer, un data scientist. Il y a quelques années encore, c'était encore assez. Si tu engagé un data scientist, c'est bon, tu as tout le package, mais là, le monde, ils ont réalisé qu'ils ont besoin de tuyauterie et tout le kit. Oui, exact. Chez Biron, j'avais la même situation un peu. On était plusieurs lignes d'affaires. On avait de la radiographie, donc des images de plusieurs sortes de types, le soin du sommeil avec des données analogiques, des signaux de time series, des données de génétique puis de biochimie. Il n'y avait pas un seul data scientist ou un expert IA qui était capable ou bon à travailler avec toutes ces données-là. Fait que déjà à l'époque, il fallait qu'il y ait une spécialisation. D'où le fait que je cherchais justement des firmes spécialisées pour m'accompagner là-dedans, parce que je cherchais une équipe que je pouvais avoir quelques heures une fois de temps en temps, ce qui faisait du sens plus que d'engager 4 personnes pour les 4 personnes, les 4 types de données que j'avais, alors que je n'avais pas besoin de temps plein dans ces 4 filiales-là. C'est ça. Le contexte, j'ai fait de la recherche pendant
pendant un petit bout, mettons. Puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les meilleurs chercheurs, ils avaient une bonne compréhension du contexte, puis un skill set d'analyse de données, c'est average ou bon, tu sais. Ouais. Du monde qui avaient juste le skill set de data scientist avec aucun contexte, c'était atroce qu'est-ce qui arrivait à come up. Du monde qui avait uniquement le contexte puis pas beaucoup de skill set, les analyses étaient erronées littéralement. Tu sais. Ouais. Je ne veux pas nommer de compagnies qui ont eu de la misère en essayant de faire utiliser juste l'IA puis pas le skill set, mais c'est pas la façon de faire de l'intelligence artificielle. Ouais. Ouais. OK, dernière question. Ça, c'est quelque chose que je pose souvent à des gens qui ont déjà le background de AI. Mettons que je suis quelqu'un en entreprise. J'ai pas nécessairement de background en AI. Je me débrouille Excel, technique. Tu sais, je comprends un petit peu c'est quoi l'AI. Toi, là, qu'est-ce que tu me dirais que ce serait un bon curriculum pour moi pour me upskiller en AI pour que je sois, tu sais, passable puis que je comprenne un peu ce qui se passe. Ça ressemblerait à quoi le curriculum, tu sais, dans les grandes lignes que tu recommanderais? Écoute, c'est vraiment très large comme définition. Moi, dans l'entreprise, si tu n'es pas capable de faire du développement logiciel, il n'y a pas d'utilité qui peut découler de l'IA en tant que tel. Mais par contre, tu peux utiliser plein de logiciels spécifiques puis être bon en IA. C'est peut-être là que j'irais. Si tu as un background dans, je sais pas, donne-moi un exemple, n'importe quoi, le type d'emploi. Mettons un procurement specialist qui jongle avec beaucoup de données pour essayer de faire prendre une décision. OK. Ça, c'est intéressant. Fait que lui, il jongle avec des données. Fait que lui, ce qui serait bon pour son use case à lui, c'est pas tellement se spécialiser dans une méthode ou un type de modèle d'IA, mais vraiment dans certains outils et les statistiques, s'assurer qu'il n'y a pas de biais des cours ou de la formation qui le rapprochent du processus de décision optimale, de façon de traiter les données pour en tirer les conclusions qu'il veut tirer. Lui, il a déjà, lui ou elle, a déjà comme le skill set, il sait où il va aller, c'est quoi sa question. C'est des formations sur certains outils qu'il utilise peut-être déjà, Power BI, Tableau, whatever, qu'il pense utiliser pour naviguer dans la donnée, mais avec une optique d'être capable de travailler la donnée à sortir certaines conclusions spéciales. Je ne suis pas sûr qu'il y a vraiment besoin d'intelligence artificielle à ce stade-ci. Ces gens-là vont plutôt vouloir avoir l'exemple que tu me donnais, c'est plus un peu une recherche opérationnelle, d'avoir le big picture puis d'être capable d'aller vers la solution optimale dans un contexte donné. Mais de rester aussi à l'affût de l'utilisation de l'IA dans le contexte des outils qu'ils utilisent déjà. Tu as parlé d'Excel. Je ne sais pas si Excel le fait. Je pense que oui, Google Sheet, ils ont déjà de l'IA. Fait que tu peux compléter des feuilles, une feuille Excel avec des données manquantes automatiquement. Mais ça, c'est d'utiliser l'IA. Est-ce qu'il y a des formations pour ça? Peut-être. Ce serait de regarder, mais ça peut être utile. Plus que d'aller au Mila, par exemple, puis d'étudier comment faire un auto-encoder qui pourrait être utilisé pour trouver la réponse qu'il y avait il y a 2 ans à une question. Moi, c'était une trick question. Le truc que je disais tout le temps là, à des gens qui, tu sais, mettons, marketing ou, tu sais, qui ont juste besoin d'avoir un high-level overview de roughly où est-ce qu'ils devraient aller. Juste être capable de visualiser tes données, là, c'est déjà un gros step. Là. Si t'es déjà capable de regarder tes données, faire une coupe de stats, mais d'être capable de toi-même voir les patterns, déjà light year ahead de la plupart des gens. Puis après ça, tu peux travailler avec les autres teams pour runner ton stock. Tu n'as pas nécessairement besoin de shover un AI dans ton decision-making process. Ça va être plus compliqué qu'autre chose. Fantastique. D'être capable de sortir les corrélations ou les éléments qui lient tes données, ça a une grosse valeur. Fantastique. Merci Olivier. C'était excellent comme podcast. J'ai adoré.
Où est-ce que les gens pourraient te communiquer avec toi ou entrer en contact avec ta compagnie? On est présent sur notre site web, xplor.ai, sur les réseaux sociaux, surtout LinkedIn. Je suis présent, Olivier Caron-Lisotte. Sinon, vous nous envoyez un petit courriel à info@explore.ai. Parfait. Je vais mettre tout ça dans la description. Merci beaucoup, Olivier. C'était un plaisir. Et merci à tous. C'était le Data Driven Supply Chain Podcast. Et on se voit pour un autre épisode la semaine prochaine. Bye bye.